Juillet 2021. Malgré les obstacles, le festival aura bien lieu. Dans des conditions un peu étranges certes, qui viennent questionner le devenir des arts de la rue et qui interrogent les relations entre artistes, spectateurs, diffuseurs et programmateurs. Pour faire la part des choses, on a papoté avec Paul Ardenne, docteur en sciences de l'art. Il nous parle de l'histoire des festivals et de l'art en espace public. Bonjour Paul Ardenne. Bonjour à tous. Parlez-nous de la création en espace public. Traditionnellement, la création pour la rue est la première des créations. Ou même avant même l'existence de théâtre dans un très grand nombre de lieux, il y a toujours eu des artistes qu'on trouvait où dans les auberges, dans les caravansérails, dans le monde arabe. Voilà, dans la rue, à proprement parler, c'est tout l'univers à la fois des poètes, des aèdes, les gens qui comme ça, traverser les régions et aller déclamer de la poésie, raconter des histoires en public. Puis toute, bien sûr, la catégorie, ce qu'on a appelé les saltimbanques, qui naturellement ont fait de la rue leur espace avant que le théâtre devienne un espace, on pourrait dire, de cristallisation de l'expression poétique, théâtrale, narrative. Donc, faut jamais perdre de vue que l'art de rue est quelque chose d'extrêmement ancien et qui anticipe de loin les formes théâtrales fermées. Qui d'ailleurs souvent au départ ont vraiment une assise populaire très forte, où les gens écoutent des chanteurs, des musiciens, des poètes, ils voient de la danse, ils voient des comédiens jouer des scènes, du répertoire, etc. En fait, ils voient ça tout en consommant. Ils boivent, ils parlent, ils mangent. On n'était pas du tout dans l'espace du recueillement. Vous me parlez de l'art public. C'est très compliqué, l'art public, surtout à partir de la modernité. Auparavant, c'était compliqué uniquement eu égard au règlement de police. C'est-à-dire, soit la police autorisait les rassemblements, les saltimbanques, etc., soit l'État les favorisait dans le cadre, par exemple, des grandes fêtes religieuses. Le problème vient du moment où on va fermer les structures. D'une part, on va les rendre payantes, d'autre part, et surtout, on va y développer des formes de culture qui sont plus des cultures d'élite que des cultures populaires. Bon, ça, c'est la naissance du théâtre moderne. Mais d'où viennent les festivals ? Les festivals, d'une certaine manière, ont toujours existé aussi, très longtemps, sous des formes différentes. Par exemple, quand vous aviez les Jeux olympiques dans l'Antiquité, pour autant qu'on le sache, il y avait une dimension festivalière. Bon, le fait de faire la fête en commun est quelque chose qui a toujours existé à des moments donnés. Le problème du festival, si vous voulez, ce n'est pas quand, au fond, il y en a peu dans des vies très difficiles, comme était celle de nos aïeux. Le problème du festival, c'est quand il devient une opération donc symbolique à vocation politico-culturelle, socio-culturelle, où il est bien entendu que on décide d'une date, où il est bien entendu qu'il y a une supervision administrative, il y a évidemment un contrôle municipal sur les événements, il y a aussi une sorte de supervision morale sur les contenus. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut, et ça explique le fait que la plupart des festivals se spécialisent. Tout ça est très cadré et va drainer des populations qui sont déjà des populations acquises. Quand vous allez au Festival d'Avignon, bon, d'abord, ça suppose que vous ayez plutôt pas mal de moyens, parce que c'est très, très cher, mais vous n'allez pas dans un lieu, au fond, pour le débordement. Voilà, pour une espèce de fête sauvage, vous voyez, un potlatch total, comme ça, vous lâchez tout, vous y allez pour voir du théâtre. Si vous allez à Cannes, vous allez voir du cinéma. Donc, il y a une sorte de régulation comme ça, et celle-ci n'est pas le fait du hasard, parce que elle s'inscrit graduellement dans ce qu'on va appeler l'industrie culturelle, c'est-à-dire une énorme machine qui a une double vocation, c'est de rentabiliser la culture, d'en faire un objet de consommation finalement mercantile comme un autre. Vous êtes en panne d'occupation, vous allez acheter un livre, vous allez au cinéma, vous allez au théâtre. Et puis, il y a aussi une dimension importante qui est celle qui renvoie à l'occupation. Comment occuper, au fond, les masses, comment occuper les peuples, comment finalement éviter les dévoiements, les expériences radicales dans le réel, eh bien en installant les gens ou un maximum de gens dans un univers qui n'est plus un univers de la confrontation directe avec le monde, mais qui est un univers de la représentation. Cette forme festivalière fait-elle encore sens ? Bon, d'abord, il y aura toujours des festivals. Il y en aura toujours et c'est très bien. C'est très bien parce que, on a le droit d'avoir des bons moments. Maintenant, je vais me faire peut-être l'avocat du diable, mais c'est pas forcément ce que je pense moi-même. Et je fais pas l'hypocrite ici en disant ça, mais pour beaucoup de gens,
Et on doit se poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas trop de festivals? On estime qu'il y aurait près de 2000 festivals annuels en France pour 365 jours. En plus, les 2/3 de ces festivals sont concentrés sur 3 mois d'été à peu près. Il faudrait pas moins de festivals, mais mieux armés, mieux préparés, mieux dotés, plus généreux. Bon, vaste débat. Bon, c'est évidemment pas à moi de le trancher, mais de toute façon, l'univers festivalier va continuer. D'où viendront les nouveaux espaces de diffusion? Sur les nouvelles formes, non, il y a aucune chance, si vous voulez, qu'il y ait des modifications. Il n'y aura jamais de mutation dans le théâtre institutionnel. Si vous voulez, pourquoi? Parce que c'est un théâtre totalement subventionné. Vous avez un système qui est complètement administré par la puissance publique. C'est un système totalement régi par le principe de la subvention. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Voilà, dans ces cadres-là, comment pouvez-vous être libre? Comment pouvez-vous garantir une expression libre? Non, des freins seront toujours mis. Et j'ai envie de dire, les mutations, où se feront-elles? Mais comme toujours, elles se feront sur les marges, elles se feront dans les périphéries ou dans les semi-périphéries. C'est des gens qui sont à la marge, mais qui acceptent de travailler avec le centre, mais sous condition de poser leurs conditions. Vous voyez, de ne pas subir les conditions. En disant, très bien, ça vous intéresse, on fait, vous nous financez, ça vous intéresse pas, on fera nous-mêmes, on ne s'occupe pas de vous. Ces zones d'autonomie temporaire-là, ce sont les zones par lesquelles adviendra la nouveauté, si elle advient. Vous voyez, elle ne viendra pas du centre, elle ne peut pas, c'est pas possible. Bon, on dirait qu'il y a une sorte de crise, une crise des arts de la rue. Selon Paul Ardenne, les mutations pour en sortir viendront d'une forme de marge. Pour voir émerger des solutions, on a fait appel aux outils thérapeutiques du docteur Tiresias. Petit résumé de ces interviews-thérapies pour relancer le dialogue au sein du couple artiste-opérateur culturel. Bonjour à vous, donc nous allons commencer cet entretien thérapeutique. La fiction, c'est de vous traiter comme un couple avec les problématiques de couple, c'est-à-dire de pouvoir, de contact, de communication, de séduction, de non-dit, essayant de dépasser les évidences, les consensus mous. Quel serait, selon vous, la position et le comportement idéal de l'autre? Ce serait un comportement libre et surprenant. Et le pire comportement de l'autre, sage. Il n'y a pas de contrainte? Dans un monde idéal, il n'y a pas trop de contraintes. Ouais. Vous attendez de l'autre la considération. Alors, disponibilité, je comprends. Considération, est-ce que vous pouvez préciser? Parfois, le sentiment de ne pas être écouté ou entendu, ou la prise de temps n'est pas suffisante pour instaurer une vraie considération pour notre travail. Je vois l'artiste comme quelqu'un chargé de questions et pas forcément de réponses. L'échange doit être absolument simple et fluide. Ce qui est très complexe, c'est la relation de pouvoir, de dépendance. On a des vraies discussions, des fois des vrais désaccords. On est beaucoup, il y a peu de place. Les relations sont donc difficiles à tenir, etc. Et moi, j'en fais l'expérience régulière. Moi, je considère qu'on fait le même métier. Il y a un problème de faire connaissance, en fait, qui est une étape nécessaire avant d'entrer en dialogue. Moi, je ne me considère pas comme programmateur, mais plus comme maillon, justement, entre un contexte et puis des artistes. Mais je ne considère pas que mon métier, c'est de voir des spectacles et de les rediffuser, en fait, que mon métier, c'est vraiment de construire des relations de long terme. Et pour faire connaissance, il faudrait aussi que le projet artistique du lieu ou en tout cas de l'opérateur culturel, il soit identifié. Nicolas, qu'en pensez-vous? Essayer de comprendre les tenants et les aboutissants qui composent en tout cas les lieux et les festivals pour essayer de voir comment on peut écrire avec ou pour ou à côté. C'est déjà une vision, je trouve, qualitative en fait, de se dire que le programmateur transmet effectivement un certain nombre de données liées au territoire. Je vois trop de collègues occupant le même poste que le mien faire parfois la confusion entre le métier qui, selon moi, est celui de travailler sur les conditions permettant l'art et pas sur l'art. Et j'aime bien cette idée d'être à la fois un maillon et un fusible, c'est-à-dire à la fois je suis là pour faciliter, mettre de l'huile dans les rouages, et à la fois je suis aussi là pour faire en sorte que quand ça déborde,
ça soit possible parce que je suis là, justement. Je sens toujours la tension entre des envies, des idées et une possibilité qu'elles se réalisent, qu'elles se mettent en œuvre. Par contre, des fois, ça me questionne si on peut me dire oui, mais dans le format, tu vas trouver des difficultés dans ta création pour le diffuser. Ben là, on est effectivement pas dans le même corps de métier, on le sent, parce que moi, j'arrive pas à formater mon travail en fonction de potentiellement des tournées à venir. Il y a cet impératif de tourner, de diffuser. Plus on a de dates, plus on a de subventions. Plus on a de subventions, plus on a de dates. Enfin, il y a un peu cette logique aussi là d'un système qui doit un peu s'autoréguler, ce qui est aussi, je trouve, en fait, empêche d'aller à la rencontre d'une ligne artistique. Ce qui peut être compliqué et peut-être qui peut créer des tensions, c'est pour moi l'élaboration du récit initial. Plus tu vas fermer un récit, plus il sera sûrement opérant et il sera générateur de possibles et puis il va ouvrir les portes au public, mais plus il va peut-être rétrécir un champ artistique. Or, il y a une telle pression aussi à la diffusion. Il y a des endroits où on va se dire, tiens, comment on peut justement peut-être programmer des artistes et le récit que nous, on s'en fait, c'est que certaines catégories de la population vont s'y retrouver à cet endroit, d'autres à cet endroit, et que tout ça, ça va peut-être créer du commun et que c'est ça qui est intéressant. Et puis parfois, suivant les moments, on va plutôt avoir une approche peut-être plus radicale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de réunir à une échelle nationale plusieurs spectacles? Enfin, c'est quoi effectivement cet argument-là, autre que celui effectivement du supermarché ou de l'hypermarché, de dire voilà toutes les créations qui se diffusent aujourd'hui et qui en fait structurellement, si on n'est pas au bon endroit, au bon étalage, entre guillemets, ça ne peut pas marcher. J'ai vraiment l'impression d'avoir ce luxe de l'embarras du choix, clairement. Je préférais privilégier le petit magasin spécialisé à la grande surface dans laquelle on trouve tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est fait dévorer le monde par des boîtes de marketing. On a tout laissé au grand capital, quoi. Le monde, on a laissé en pâture. Et en fait, nous, on s'est retranchés dans les festivals et les théâtres, quoi. Et on a dit, on va faire de l'art en espace public, mais en fait, on a des programmations et c'est devenu encore plus chiant que Netflix. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que même ce qui est produit par ce qu'on critiquait avant est 10 fois plus opérant que nous. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les arts de la rue ou les arts en espace public, c'est que c'est pas un espace de diffusion consacré. Donc, pour moi, c'est pas un dû. Pour aller plus loin dans notre réflexion sur les nouveaux espaces à construire, on a rendu visite à Sabrina et Nicolas. Entre tradition et exploration, leur dernière création interroge notre rapport au temps, à l'espace et à la manière dont nous pouvons encore habiter la rue. Rencontre avec la compagnie Equinoctis. On travaille sur Espèce d'espace, Essai sur le temps, qui est notre dernière création, qui n'avait pas... Non, c'est pas la dernière. Attends, on va en faire plein encore, même si le monde est en train de mourir. Donc, en fait, Espèce d'espace, c'est une performance pour parking de supermarché au départ, pour 4 chevaux, 2 humains et une installation sonore. Mais c'est surtout une réflexion sur les espaces périphériques, et particulièrement ces espaces qui sont devenus centraux alors qu'ils sont en dehors des villes. C'est pour ça qu'on avait écrit pour parking de supermarché, même si on a beaucoup de mal à le jouer sur les parkings de supermarché pour tout un tas de raisons. Logistique, de pratique, de rapport avec les programmateurs, de choix des lieux qui nous accueillent. Et finalement, on a choisi d'étendre le concept de parking de supermarché à toute forme d'échec architectural. Ça tombe bien, il y en a beaucoup. L'idée, c'était quand même de se poser la question de qu'est-ce qui fait centre aujourd'hui, et il n'y en a plus vraiment. En fait, on a surtout voulu parler du temps et du vivre ensemble et de le mettre en pratique. C'est pour ça que ça dure 4 heures aussi. On s'est dit qu'on ne pouvait pas parler du temps sans parler de l'espace, et qu'on ne pouvait pas parler du temps vécu sans parler de ceux avec lesquels on le vit. Et donc du coup, c'était vachement important de se rapprocher des endroits qui sont absolument non dédiés et où on trouve les gens qui ne vont pas forcément au spectacle. Il y a quelque chose qui se passe dans le fait d'amener un animal vivant, puis un grand animal vivant, au milieu de la ville. Et puis il y a une perception très évidente que ces espaces ne sont absolument pas prévus pour accueillir des animaux, et donc non plus pour accueillir l'animal humain. Et ça nous permet aussi de rencontrer les gens et de se poser les questions est-ce que les villes sont vraiment des endroits adaptés à la vie tout court ? Ça, c'est une bonne question. Ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait, au moment où on a écrit le spectacle, on avait déjà l'intuition que l'espace public n'existait plus vraiment. Donc on s'était dit, il faut qu'on réfléchisse à comment on habite le temps ensemble et comment on habite ces espaces. Est-ce qu'il y a encore des espaces publics où on peut habiter le temps ensemble ? Et puis,
il y a eu le grand confinement. Tout le monde a été mis face au temps. Et du coup, quand on a dû sortir le spectacle, on l'a sorti un peu à moitié, les conditions avaient complètement changé. Et l'espace public était devenu un espace à protéger, interdit, avec des règles sanitaires, donc des injonctions très fortes de attention, l'autre peut être dangereux, il faut garder des distances, la rue n'est pas un lieu dans lequel on peut traîner, puisque vous avez tous des chez vous, c'est bien évident. Là, depuis 1 an et demi, ça devient assez cocasse, en fait. Donc effectivement, ça ressemble à un scénario assez mauvais de science-fiction. Il y a toute la dimension de l'écriture de ce spectacle. Comme à chaque fois, on essaie de rassurer les gens quand on présente le dossier du spectacle. On cherche à coller à notre écriture, mais c'est une expérience avant d'être un discours. Et cette expérience, elle est faite de comment éprouver un autre rapport au temps ou à l'espace. Il faut essayer de le faire. Par exemple, le parking de supermarché devenait un endroit très difficile à habiter, même les places ne sont plus des lieux de passage, tout est barriéré. Or, un spectacle de 4 heures, nous, on n'avait pas pour but de garder prisonniers nos spectateurs pendant 4 heures. Ils peuvent rester pendant 4 heures, mais l'idée, c'était justement que les gens puissent passer, s'arrêter, partir, revenir s'ils le souhaitaient. Mais pas du tout que les gens soient figés, qu'ils doivent avoir un QR code pour rentrer et puis prévenir quand ils allaient sortir. Ça va un peu à l'antithèse de ce dont on voulait parler, mais bon. Les fonctions qu'ont les lieux, c'est en fonction de ce qu'on y vit, en fait. Les lieux existent parce qu'on y vit. Si tu marches dans la rue et qu'à un moment tu croises quelqu'un, que tu t'arrêtes, ce lieu, il pourrait même avoir une forme d'importance si tu y vis quelque chose d'émotionnellement suffisamment balèze. Type, mettons dans les clichés, tomber amoureux, bam, mon gros truc. Cette rue, elle va devenir un symbole, elle va devenir quelque chose dont tu risques de te souvenir toute ta vie. Alors je sais pas si nous on a la prétention de faire quelque chose qui pourra marquer les gens à vie, mais c'est à partir du moment où tu t'y arrêtes, il peut se passer quelque chose de nouveau. Moi je crois que là ce qu'on fait c'est un peu classique finalement par rapport à plein d'artistes de rue. Il doit y avoir ce truc assez candide de vouloir vivre quelque chose d'autre dans des espaces qui sont pas forcément dédiés à ça. Moi je pense qu'en fait là on part de ça parce qu'il y a tout ce contexte sanitaire, mais en vrai la rue elle est déjà, ça fait pas mal d'années qu'elle j'arrive pas à le dire parce que j'arrive pas à le penser, institutionnalisée de plein de manières. Le public il est convié à la base, c'est que justement c'est quelque chose où les gens peuvent passer et partir et revenir, parce qu'en fait c'est ça aussi la rue, c'est pas une salle, c'est un endroit où les gens ils viennent et ils peuvent repartir. S'ils aiment pas, ils peuvent repartir, il y a aucun problème. En fait ça fait un bon moment déjà avec Vigipirate, où le spectacle de rue il est déjà vachement contraint à des endroits. Il y a cette place là où ça joue et il y a une heure où les gens viennent pour voir ce spectacle. Il y a un temps pour ça, il y a un festival, tout ça. Sinon, en fait, on a quand même viré énormément de gens qui jouaient dans la rue parce que c'est pas un festival. Moi, j'aime les festivals de rue, c'est ce qui me fait gagner ma vie. J'adore ça, mais il faut déjà se dire que c'est déjà institutionnel. Et déjà, l'espace public, déjà, il est contraint par on fait un festival, c'est ce moment-là. Avant, en fait, on les vire les gens qui font de la rue au chapeau. Je veux dire, on a envie quand même de mettre les choses dans des petites cases et tout ça. Je pense que c'est déjà plus pratique. Ça a été un désir aussi des gens qui jouaient dans la rue, à un moment de dire, qui jouent dans la rue comme ça au chapeau, de dire ça serait bien qu'on nous reconnaisse et qu'on ait un statut, et ça c'est super bien, mais il y a toujours cette petite dérive de l'institution. J'arrive vraiment pas à le dire quoi. Là dans espèce d'espace, on est quand même, on installe une piste parce qu'on va faire de la voltige, etc. Donc on doit bosser un petit peu avec les autorités d'une manière ou d'une autre. On peut pas être complètement libre. Après, c'est un choix de médium. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose où on rentre dans une forme de systématisation alors qu'on aimerait terriblement être anarchiste et punk et qu'on voudrait pouvoir jouer n'importe où et arriver, poser les trucs et puis le faire. Voilà, c'est un peu difficile. Après, il y a d'autres manières d'habiter la rue. Dans le prochain épisode, on tentera de définir comment continuer à occuper l'espace public. On se demandera à qui appartient la rue aujourd'hui. On essaiera de comprendre comment continuer à faire partie de quelque chose. En attendant la suite de l'émission Faire part, retrouvez l'ensemble des contenus, l'intégralité des interviews thérapie et des bonus sur nos réseaux sociaux et sur chalondanslarue.com. Le terme même de chargé de prod, évidemment, pour un teufeur, il a un autre sens, chargé de prod.